Alors, donc j'ai eu l'idée de faire cette conférence pour expliquer un peu ce que c'est que l'attention, parce que souvent on constate qu'il y a des enfants qui ont des difficultés, et donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont là, qui viennent, qui sont venues par Facebook ou par d'autres personnes, donc c'est très sympa à tout le monde d'être là. Il y a aussi beaucoup de facilitants de Davis et je salue tous mes collègues qui sont là. Donc, je vais dire quand même quelques mots sur le, le métier de facilitant Davis. Donc, facilitant Davis, on s'occupe principalement de dyslexie, de dyscalculie, de troubles de l'attention. Il y a aussi d'autres personnes qui s'occupent d'autisme avec des méthodes qui se rapprochent aussi, qui ont été développées par Ron Davis. Le grand principe, et on ne va pas parler spécialement de Davis ici, le grand principe, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination, et cette imagination peut être gênante en particulier pour la lecture, pour les mathématiques, pour l'attention. Et justement, je voulais parler spécifiquement de l'attention ici pour essayer de démystifier un peu et puis de donner quelques pistes aux parents, ne serait-ce que pendant ces temps où nous sommes confinés. En fait, historiquement, j'avais prévu de faire une conférence hier soir. C'était en direct avec des gens en face à face. Et comme vous savez, la situation actuelle ne permet pas de le faire. Donc finalement, on se rencontre comme ça. C'est une conférence qui est donc un peu moins locale, un peu plus étendue et un peu différente aussi. Bien, alors, c'est là où commence la technique. On va essayer de partager cet écran. J'espère que vous voyez tout l'écran, a priori oui. L'attention. Fais donc attention, tu as les réponses sous les yeux. Combien de fois on n'a pas entendu cette petite phrase et je vous avoue que moi, j'ai fait la même chose. J'ai 4 enfants et ils l'ont entendu un certain nombre de fois aussi avant que je me rende compte pardon, que il y avait des choses qu'on peut faire, sur lesquelles on peut prendre conscience pour essayer d'éviter justement cette phrase-là. Alors, les études sur l'attention, c'est pas récent. À ma connaissance, une des personnes qui en a parlé en premier, c'est un Américain qui s'appelle William James, pardon, qui en 1890 a décrit l'attention. Alors, la première chose qu'il dit, c'est tout le monde sait ce que c'est que l'attention. Super, ça ne nous aide pas beaucoup à aller plus loin. Et puis, il précise un petit peu, l'attention, c'est la prise de possession par l'esprit. C'est-à-dire que notre esprit, notre cerveau, va récupérer une certaine information. Alors, la prise de possession par l'esprit, sous une forme claire et vive, donc on parle là d'imagination, hein, de faire vraiment la connexion entre l'intérieur, notre cerveau, et puis l'extérieur, d'un objet ou d'une suite de pensées. Alors, si on pense à un objet, il y a tous les objets du quotidien, hein, qu'on peut voir tout autour de nous. Ou d'une suite de pensées. Et là, on peut déjà avoir une idée des troubles de l'attention, des TDA. Parce qu'une suite de pensées, c'est quoi finalement? C'est un objet, en quelque sorte, mais un objet intérieur. Donc, si on fait plus en fait attention à cet objet intérieur aux objets qu'il y a autour, et si on peut parler d'éducation et d'enseignement, les objets qu'il y a autour, ça va être le cours ou les devoirs à faire, eh ben, on peut être amené à penser qu'un enfant a des troubles de l'attention, alors que simplement il est occupé avec son objet intérieur, ses objets intérieurs. Et il termine en disant parmi plusieurs qui sont présents simultanément. Alors, ça veut dire qu'il y a un choix là quelque part. Il y a quelque chose, il y a une sélection qui se fait, et la sélection est importante dans la notion d'attention. Je vais vous montrer une petite photo ici. C'est une photo que j'ai récupérée sur Internet. Et peut-être que là, je ne sais pas combien on est, j'ai un peu perdu on est quand même pas mal autour de la salle de conférence, en quelque sorte. Mais quand vous voyez cette photo, vous ne voyez pas forcément tous la même chose. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous
qui voient plus les lampadaires. Si vous êtes plus intéressé par l'architecture, je ne vais pas dire de mots parce que je ne connais pas le vocabulaire nécessaire, mais peut-être que vous allez être intéressé plus par ça ou par les plantes qu'il y a autour, si la botanique vous intéresse plus, ou par le château, visiblement c'est un château d'entrée d'une ville qui est en face, etc. En fait, on a en permanence des milliards d'informations qui nous arrivent. Et quand je dis des milliards, c'est peut-être même en dessous de la vérité. Parce qu'il y a, ne serait-ce que juste dans cette photo, il y a une quantité absolument folle d'informations. Vous avez aussi le son de ma voix qui vous arrive. Enfin, en tout cas, j'espère. Vous avez aussi tout ce qui est à l'extérieur de votre ordinateur. Vous êtes là dans votre environnement, vous avez tout un tas de sollicitations extérieures. Peut-être qu'il y a vos enfants qui sont autour, à vous courir autour, je ne sais pas. Et donc, on est entouré d'informations extraordinairement complexes. On prétend que l'inconscient, inconsciemment, on en perçoit 30, 35, quelque chose comme ça. Peut-être que là, vous n'êtes pas conscient d'être assis sur votre chaise, mais juste le fait que je vous ai parlé de la chaise, vous allez être conscient de ce qui se passe sur votre chaise. C'est une possibilité, je ne sais pas. Mais par contre, notre conscience, ou avec quoi on peut jouer, on estime que c'est environ cette information. Donc, ça veut dire qu'on a un choix en permanence qui se fait pour sélectionner les informations qui nous viennent de l'extérieur. L'attention, c'est la décision de sélectionner un objet plutôt qu'un autre. Et si cet objet, c'est celui qui nous intéresse pour ce qu'on a envie de faire, c'est très bien. Si c'est un objet qui devient parasite, là, ça peut commencer à poser des problèmes. Alors, je vous propose… Je suis désolé, ça c'est ce qu'on appelle les problèmes techniques, mais c'est ce que je voulais faire quelque part. Attendez. Voilà, je vous propose de regarder une petite vidéo, elle dure à peine 1 minute. C'est une vidéo, en fait, c'est une enquête policière qui se passe en anglais, donc je vais vous résumer très rapidement pour celles et ceux d'entre vous qui parlent pas anglais, ou en tout cas qui ne l'entendent pas. C'est un inspecteur de Scotland Yard qui intervient sur un meurtre, une scène de meurtre, et il y a 3 suspects, et l'inspecteur demande à chacun de ces suspects ce qui s'est passé au moment du crime, et les suspects leur répondent leurs alibis. Ce qui est intéressant, c'est pas trop dans l'histoire, mais plutôt dans l'image. Et déjà, quand je vous dis ça, j'oriente votre attention sur quelque chose. Volontairement, je ne vous en dis pas plus et on va voir après le résultat, ce que ça donne. Alors, je vais essayer de partager la bonne chose maintenant. Voilà. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Is it? Alors, arrêtez, voilà. Je serais curieux de savoir, alors c'est un peu dommage du coup d'être à distance parce que je n'ai pas pu voir vos réactions. D'habitude, quand je passe ce genre de film, j'ai les personnes en face de moi. Peut-être que vous vous demandez un petit peu pourquoi je vous ai passé ce document, cette petite vidéo. Peut-être que vous avez repéré certaines choses et si vous n'avez rien repéré, en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que ne sachant pas quoi regarder, il est très probable que vous ayez pas vu en fait oblitérer un certain nombre d'informations.
En fait, dans cette scène, il y a, je crois, 21 choses qui sont changées. Alors, oui, on me dit trop saccadé. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui dit pourquoi un personnage avait un rouleau à pâtisserie puis ensuite une clé anglaise dans la main. Effectivement, c'est une des choses qui a été changée. Il y a une quantité de choses, et on va le voir juste après, il y a une quantité de choses épouvantables qui sont changées là-dedans. Le fait de ne pas savoir quoi observer fait qu'on rate beaucoup d'informations. Et je vous ai passé cette vidéo parce que, en fait, si on se rapproche de ce qui se passe à l'école ou ce qui se passe pendant les devoirs, si on dit à un enfant « sois attentif, regarde bien, tu as la réponse sous les yeux », c'était un peu le titre ou le sous-titre plutôt de cette présentation, et qu'il ne sait pas quoi observer, il va se retrouver un peu dans l'état où vous êtes peut-être, où voilà, c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, si l'enfant trouve de lui-même, c'est super, bravo, il a réussi à apprendre la leçon de lui-même. Et s'il ne trouve pas, à un moment donné, il va falloir l'aider. Alors, pour voilà, résoudre l'histoire du rouleau à pâtisserie ou de la clé anglaise, je vous propose maintenant de regarder la fin de cette vidéo, où en fait c'est la même vidéo qui a été prise, mais d'un angle un peu plus loin. Et au lieu de voir la scène avec la caméra qui bouge, on voit toute la scène, y compris la caméra qui vient de prendre la vidéo. Je vous laisse regarder ça, en espérant que ce ne soit pas trop saccadé non plus. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was flunking my petunias in the rocking chair. Constable, arrest Lady Smythe. Bon, là, je pense que même si c'était saccadé, je pense que vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé. Et pour être honnête, ça fait plusieurs fois, plusieurs même dizaines de fois que je regarde cette vidéo. Je ne suis pas encore sûr d'avoir vu tout ce qu'ils ont changé entre deux. Alors, en fait, c'est un principe qu'on appelle le principe d'omission. En PNL, on appelle ça le principe d'omission. Il y a d'autres sciences cognitives où on appelle ça de la cécité attentionnelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être attentif à tout. Je suis sûr que vous avez fait super attention à ce qui se passait. Et en fait, il y a plein de choses qu'on rate. Voilà, excellent, je n'ai rien vu la première fois. Effectivement, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je vous donnerai le lien si vous voulez plus tard. Elle est intéressante à regarder, surtout si vous arrivez à la voir sans que ça saccade. Alors, on a une illusion de faire attention, mais en fait, elle n'est pas orientée au bon niveau. Et volontairement, je dois vous dire que j'ai fait aussi attention à vous orienter vers l'enquête policière, alors qu'en fait, si je vous avais dit regardez, observez les détails, peut-être observer voilà, il y a un gorille à un moment donné qui devient une armure, ou le contraire, je ne sais plus, ou un ours plutôt qui devient une armure, ou le contraire. Si je vous avais dit d'observer ça, probablement vous auriez été plus attentif. Alors effectivement, c'est le genre de choses que les magiciens utilisent, de mettre quelque chose en vue, et puis pendant ce temps-là, il se passe autre chose de l'autre côté. Et donc, quand un enfant à l'école regarde le tableau, c'est difficile de croire qu'en fait, il ne voit pas ce qu'il y a marqué dessus. C'est tout à fait possible. Ça dépend de ce qu'il est en train de regarder. On va voir ça un petit peu plus en détail. Alors, il y a un psychologue américain qui s'appelle Michael Posner, qui a étudié le système d'attention, et il a détecté qu'il y avait trois parties, on va dire, dans le système attentionnel, et trois parties différentes et à ce point distinctes qu'en fait on peut les repérer dans le cerveau. C'est pas les mêmes zones du cerveau si on fait des IRM et des
des analyses de ce qui se passe dans le cerveau en direct avec tous les moyens techniques que l'on a maintenant. En fait, c'est des zones du cerveau différentes qui sont impactées à chaque fois. La première zone, c'est le premier système, en fait, c'est le système d'alerte et de vigilance. C'est celui qui va dire « Attention, il y a quelque chose à voir, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire ». Le deuxième système, c'est le système de direction d'attention. C'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure dans la photo que je vous ai montrée là sur le paysage, selon la direction de l'attention que vous avez prise, vous avez peut-être observé telle ou telle chose. En fonction de ce qu'on veut faire, il y a des directions qui sont intéressantes et il y a des directions qui ne donnent pas de bons résultats. On va fouiller un petit peu ça plus longuement. Et le troisième système attentionnel, c'est ce qu'on appelle le contrôle exécutif, c'est-à-dire une fois qu'on sait qu'il y a quelque chose potentiellement qui est intéressant de faire à un certain endroit, qu'on va observer cet endroit en faisant attention, en dirigeant notre attention vers là où c'est intéressant. Encore faut-il savoir quoi en faire. Okay, c'est ça le contrôle exécutif. Alors, le premier système d'alerte, le premier système attentionnel, donc le système d'alerte, il répond à une question qui est quand faire attention. C'est le quand. Historiquement, cette forme d'attention a été étudiée, surtout en référence au travail des contrôleurs aériens. Parce que c'est des gens qui sont capables pendant des heures et des heures d'avoir une attention soutenue et d'être capables de réagir rapidement à des imprévus. L'objectif de ce système d'alerte, c'est d'avoir une réponse rapide. Donc, on a aussi ce genre de réponse dans des jeux vidéo. Si vous voyez les jeux vidéo qui sont proposés, il y en a beaucoup quand c'est des jeux d'action, que ce soit des jeux violents ou des jeux de réflexe, c'est pareil. On est pendant un certain temps attentif uniquement à ce qui se passe. Et on peut, en étant attentif à ça, on peut oublier tout le monde extérieur. Donc, on fait un filtrage de ce qui nous intéresse à ce moment-là vers ce jeu, vers l'écran radar dans ce cas, pour avoir des réponses rapides. Alors, c'est un système qui date de loin, de loin, je veux dire, dans l'évolution humaine, parce que tous les mammifères l'ont. Il est probable que d'autres animaux aussi, j'en sais rien, mais en tout cas, quand vous regardez un chat, un chien, tous les animaux, tous les mammifères qui nous entourent ou pas, on est tous câblés pour réagir au danger. Quand l'être humain était dans la jungle, il fallait bien faire attention à tous les prédateurs qu'il pouvait y avoir. Et donc, c'est un système qui nous dit « Oula, là, il y a quelque chose qui est intéressant ou qui est dangereux, donc je vais faire attention ». Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'a plus de tigres qui se promènent dans la rue, encore que ça arrive de temps en temps, mais on a d'autres sortes de dangers, et donc ce système est quand même toujours utile pour, simplement pour un but de survie, pour nous assurer notre santé. Alors, ça veut dire par là que c'est aussi normal, quand il y a un bruit qui se passe quelque part, quand on entend un bruit, quand on voit un mouvement qui n'est pas reconnu, de faire attention à ce qui se passe. Parce que derrière ce mouvement-là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant ou d'inquiétant. Je pense que vous avez tous eu l'expérience. Imaginez, vous êtes en voiture, vous êtes sur l'autoroute, tout va bien, le temps est beau, il n'y a personne devant, personne derrière, la route est facile, il n'y a pas de danger particulier. Et vous êtes en train de faire plein de choses en même temps, c'est-à-dire que vous conduisez, bien sûr, et puis vous discutez avec les passagers, puis vous regardez le paysage, et puis vous écoutez la radio. Et puis voilà, tout se fait de façon très fluide. Et puis d'un seul coup, au loin là-bas, il y a un feu rouge, il y a des feux orange clignotants, et là, instantanément, votre système d'alerte va vous dire « Aïe, 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 là, il y a quelque chose, il faut tout arrêter ». Et là, votre attention, instantanément, oublie le paysage, oublie la conversation. On peut même arrêter une phrase en plein milieu, c'est pas un problème, jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre ce qui se passe et puis à décider de faire quelque chose avec ça. Donc, c'est un système qui est toujours d'actualité, qui est toujours
actif. Alors, c'est un système qui assure notre survie, mais qui assure aussi notre curiosité. Et la curiosité, c'est le premier moteur d'apprentissage, parce que l'enfant est câblé comme ça dès le départ. Et d'ailleurs, quand vous regardez les jeunes enfants, c'est extraordinaire, je trouve, la quantité de choses qu'ils peuvent apprendre. Et ils apprennent ça parce qu'ils ont une curiosité absolument extraordinaire. La moindre chose déclenche leur alerte en disant « Tiens, là, il y a quelque chose à aller voir. » Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? J'ai trouvé l'image de ce petit garçon magnifique. Il est en train de se demander qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la boîte, et du coup, il va peut-être aller voir. C'est ce qui fait dire à Jean-Philippe Lachaud, c'est un neurobiologiste, il est directeur à l'INSERM, mais il est passionné de neurosciences et de recherche sur l'attention, et en particulier sur l'attention. Et si vous voulez l'écouter, j'ai trouvé une conférence, enfin pas une conférence, mais une interview sur la radio, sur RFI. Donc, si vous cherchez RFI Jean-Philippe Lachaud, pardon, vous allez le trouver. Il y a pas mal d'informations qui sont intéressantes dessus. C'est très bien fait. Le système de veille, le système d'alerte, nous rappelle en permanence qu'il y a un monde autour de nous. C'est un système qui est très fortement ancré chez le jeune enfant et qui continue chez l'adulte, ça continue toute notre vie. En tout cas, pour la curiosité, il y a des gens qui oublient d'être curieux quand ils vieillissent. C'est un peu dommage, je trouve. Mais en tout cas, le système d'alerte, lui, il est toujours actif. Alors, à l'école, comme je disais un peu tout à l'heure, l'enfant qui sait gérer son système d'alerte pour aller voir là où c'est intéressant, et c'est-à-dire intéressant, ça va dépendre de chacun, en fait. Parce que le système d'alerte va aller voir ce qui est important. Ce qui est important, ça peut être le livre, ça peut être les leçons qu'on est en train de faire, ça peut être d'apprendre en lisant ou en écrivant, mais ça peut être aussi d'apprendre en faisant une activité. Et puis, ça peut être aussi d'apprendre en regardant des mouches voler. Okay. Ça ne veut pas forcément dire que l'enfant est inattentif, mais peut-être qu'il est plus attentif à la mouche que à ce qu'on voudrait qu'il soit attentif. Alors, je vois passer des trucs. N'est-ce pas fatigant de filtrer? Non, ce n'est pas fatigant de filtrer. C'est un phénomène tellement naturel qu'en fait, on est câblé pour ça. On passe notre temps à filtrer. C'est plus fatigant de ne pas filtrer, en fait. Et notre système attentionnel, c'est aussi géré parce qu'il y a une forme d'intelligence, de filtrage intelligent intégré. Si c'est trop difficile, on va abandonner tout de suite. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose qui est trop difficile. Je prends souvent l'exemple, si vous voulez monter à l'étage, vous êtes au rez-de-chaussée, vous voulez monter à l'étage. Si vous n'avez pas d'escalier, ça va être difficile. Parce que voilà, il va falloir grimper, escalader, je ne sais pas, faire quelque chose. La plupart des gens abandonnent. Et honnêtement, moi aussi, d'accord. Si vous avez des marches pour monter un escalier, ça devient beaucoup plus facile. Mais chaque marche est facile à monter, chaque étape est facile à faire. Et l'apprentissage, ça fait un peu ça. On a besoin de faire des marches d'une certaine hauteur pour apprendre. Donc, on filtre les informations qui sont trop difficiles, mais on filtre aussi les informations qui sont trop faciles. Un enfant qui s'ennuie pendant ses devoirs ou qui s'ennuie à l'école, il va aussi regarder les mouches voler parce que ce qu'on est en train d'essayer de lui faire faire n'a pas suffisamment, en tout cas, d'importance pour cet enfant-là. C'est fatigant de devoir faire attention à tout, dit quelqu'un. Oui. Alors, il y a des gens qui sont plus, qui ont un peu plus de mal à filtrer. Il y a des gens qui ont la vision et l'audition un peu plus d'ensemble. C'est des gens qui souvent sont un peu perdus dans des groupes parce qu'il y a tellement de bruit partout que ça devient difficile. C'est ce qu'on appelle l'hyperactivité, mais là, honnêtement, je ne vous en parlerai pas parce que je ne suis pas spécialiste de ça. Donc, le système d'alerte, qui est un système qui est aussi ancien que l'être humain et même aussi ancien que le mammifère,
nous permet de savoir que il y a peut-être quelque chose soit d'intéressant, soit de dangereux. Donc, ça filtre ce qui est important et réalisable. Alors, juste une petite remarque avant de passer à la diapo suivante. Parce que ce qui est important, j'ai mis entre guillemets, ça veut dire quoi important? Ça dépend de chacun. D'accord? On a chacun nos zones qui nous intéressent. Et donc, ce qui est important pour le cours ou pour les devoirs, ce n'est pas forcément ce qui est important pour l'enfant. On y reviendra peut-être plus tard. Le deuxième système qui a été découvert, c'est un système, c'est la direction de l'attention. Et la question, c'est quoi? Quoi observer? Qu'est-ce qu'on va observer? Qu'est-ce qui va nous permettre d'aller plus loin? Alors, peut-être que probablement même vous avez déjà fait cette expérience de vouloir acheter une nouvelle voiture ou un nouveau téléphone ou une nouvelle robe ou une nouvelle, je sais pas, destination de vacances par exemple ou un truc comme ça. Et puis d'un seul coup, cette nouvelle voiture, ce nouveau téléphone, il y en a partout dans la rue. Tout le monde a le même téléphone. Tout le monde parle de partir en vacances au même endroit. Est-ce que c'est parce qu'il y en a plus d'un seul coup? Non. C'est juste parce que votre attention, dans la mesure où vous avez le filtre de « je veux ça, je suis intéressé par cette robe, par ce téléphone, par cette destination de vacances », et bien d'un seul coup, on y fait plus attention et on le voit. Okay. L'objectif de la direction de l'attention, c'est de trouver les informations, de faire le tri. Il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses qui le sont moins pour ce qui m'intéresse à présent. Là, a priori, dans ce qui vous intéresse à présent, enfin en tout cas, je l'espère, les informations utiles, elles sont sur l'écran de votre ordinateur. Il y a tout aussi plein de choses à l'extérieur. A priori, si la conférence vous intéresse, ce que je souhaite, je suppose que vous êtes plus attentif à ce qui se passe sur l'écran qu'à l'extérieur. Donc, la direction de l'attention détermine les choses sur lesquelles on va simplement porter notre attention et sur lesquelles et que l'on va percevoir consciemment. Hein. C'est les 7 choses conscientes que l'on peut percevoir dont je parlais tout à l'heure. Alors ça, c'est quelque chose pareil qui est inné. Tout ce que je raconte là, c'est des choses, c'est des manières de faire du cerveau qui sont innées. On est câblé comme ça dès le départ. Et on est tellement bien câblé comme ça dès le départ qu'il est probable qu'on ne puisse pas apprendre si on n'avait pas ces mécanismes-là. Il y a des expériences qui ont été faites sur l'attention partagée. On appelle ça aussi les signaux ostensibles. C'est des signaux humains qui disent « Attention, là, j'ai quelque chose à t'apprendre. » Okay, il y a quelque chose à faire. Une expérience qui a été faite avec un bébé qui doit avoir, je crois qu'il a 1 an sur l'expérience, une douzaine de mois, et donc une expérimentatrice en face. La première image, l'expérimentatrice, donc c'est celle qui est en haut à gauche de votre écran. L'expérimentatrice établit le contact visuel avec le sujet, avec le bébé. Une des expériences qui ont été faites, c'est que s'il n'y a pas ce contact visuel, aucun apprentissage n'est possible. Première étape, le contact visuel. Deuxième étape, la photo du milieu. L'expérimentatrice tourne le visage vers, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est un canard, ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est un objet, en tout cas, peu importe, qui est le mot que l'on essaye d'apprendre à cet enfant. C'est la façon de tester la direction de l'attention. Donc, la deuxième étape, la personne, l'expérimentatrice, tourne le visage. Troisième étape, comme l'enfant a compris, et de façon innée encore une fois, l'enfant a compris qu'on allait lui apprendre quelque chose, instinctivement, il tourne le visage aussi vers l'objet en question. Et là, l'expérience a été faite en plusieurs fois. Soit c'est l'expérimentatrice qui prononce le mot. Et dans ce cas-là, l'enfant apprend. Soit la scène est exactement la même. L'expérimentatrice établit le contact visuel, tourne la tête vers l'objet, l'enfant tourne la tête, mais c'est quelqu'un d'autre qui dit le mot. Et là, il n'y a aucun apprentissage. Si ce n'est pas la personne qui a tourné la tête qui prononce le mot, il n'y a pas d'apprentissage. De même, si c'est un haut-parleur, par exemple, qui prononce le mot,
alors que le reste de la scène était exactement identique, il n'y a pas d'apprentissage non plus. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette direction de l'attention est super importante. Le contact quand on apprend quelque chose est absolument primordial. Alors, c'est vrai, là, c'est critique avec un enfant aussi jeune. Ça reste un peu moins critique, mais ça reste vrai quand même avec des enfants plus âgés ou même des adultes. Hein. C'est beaucoup plus facile d'apprendre en direct, en tête-à-tête, que par vidéo. Alors là, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est à la fois une vidéo, mais c'est aussi quand même un petit peu indirect, parce que je suis, même si je suis pas physiquement en face de vous, je suis quand même, j'espère un petit échange, mais c'est une bonne expérience à faire. Alors juste parce que j'ai trouvé la photo très amusante, l'importance du regard et à quel point c'est inné, à quel point c'est ancré. Je vous montre une photo je crois que c'est un jeune macaque qui doit avoir quelques heures à tout casser. Et l'expérimentateur tire la langue et le jeune bébé tire la langue tout aussi. Et vous voyez, c'est pas propre à l'être humain. Hein, en tout cas, nos cousins les singes répondent très bien comme ça aussi. C'est probablement effectivement en réponse aux neurones miroirs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les neurones miroirs, c'est ce qui nous permet d'être connectés à la personne qui est en face et donc de percevoir tout ça, de percevoir ces intentions d'apprentissage. Une petite expérience, vous avez certainement vu aussi cette photo plusieurs fois. C'est cette image, pardon, ce dessin. En fait, selon l'endroit où vous allez porter votre regard, vous allez voir soit une vieille femme, soit une femme jeune qui tourne la tête. La vieille femme, je ne sais pas si avec ma souris, si on voit, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, j'arrive pas à bouger. Si, on peut bouger la souris. Là, si vous regardez ici, il y a l'œil de la vieille dame, son nez, voilà, et sa bouche. Et puis, elle a un foulard sur la tête, donc avec le nez, la bouche ici. Donc, en gros, si vous portez votre attention sur son nez ici, il y a des chances que vous voyez la vieille dame. Par contre, si vous portez votre attention ici, là où se trouve ma souris actuellement, il y a des chances que vous voyez la jeune. La jeune, elle tourne le visage de trois quarts, on voit juste un bout de son nez, on voit son oreille, son nez, ses cils. Okay. C'est juste histoire de vous montrer que selon l'endroit auquel on fait attention, en fait, on peut voir une chose ou une autre. Alors, dans ce cas-là, ça a été fait exprès, donc ça a plutôt un côté amusant. Mais on va voir avec la diapo suivante, si vous regardez un problème, ce qui est drôle, c'est que je connais cette image depuis des années. Quand je vois la jeune, je n'arrive pas à voir la vieille et inversement. Ah oui, absolument. À chaque fois, on se fait avoir par cette illusion. Ce qui prouve que c'est cadré, c'est ancré très fort. C'est un comportement, une façon de faire qui est ancrée très fort dans notre cerveau. Et donc, si on ne regarde pas la bonne chose, pour un apprentissage donné, ça peut être très difficile de faire cet apprentissage-là. Un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, puisque c'était juste avant le confinement, je reçois un enfant pour faire un stage de dyslexie. Donc, on a passé une semaine ensemble à voir un certain nombre d'outils sur les mots, la lecture et tout ça. Et puis, à un moment donné, on a fait les divisions. Et je sentais que dans les divisions, à la fois, cet enfant était très à l'aise parce que il savait ce que c'était qu'une division, il savait me montrer, il pouvait me l'expliquer, il pouvait faire des divisions, en tout cas quand c'était un ou deux chiffres à diviser par un chiffre, ça allait très bien. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très clair quand même, qui n'était pas complètement maîtrisé. Et nous, les facilitants des vis, on aime bien la maîtrise, on aime bien que ça soit totalement ancré et évident, quoi. Et donc, un soir, juste avant de partir, cet enfant me met au défi et il me donne voilà, une division un peu de ce style-là. Il y avait 10, 11 chiffres à diviser par un seul chiffre. Parce que, quelque part, je pense qu'il ne croyait pas que ce soit possible. Donc,
bon, j'ai pris mon stylo et puis je lui ai montré, j'ai fait tranquillement la division. Donc déjà, ça lui a permis de casser sa croyance qu'il avait que c'était trop difficile. Enfin, en tout cas, que c'était pas possible. Et puis, le lendemain matin, donc je lui ai mis, je l'ai mis au défi de faire la même division. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose encore qui allait pas, bien que tous les outils aient été en place, quoi. Et en fait, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que ce qu'il avait, lui, dans sa tête, et là, je parle en termes de direction de l'attention, c'était ça. Il ne voyait pas la division, mais il voyait une grosse masse de chiffres, un truc énorme à faire. Et donc, ça illustre un petit peu au niveau mathématique ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de la vieille dame et de la jeune, c'est qu'en portant son attention sur une chose ou sur une autre, on voit des choses différentes. Là, effectivement, si on voit ce nombre épouvantable à faire, à diviser, émotionnellement, ça devient très dur. Alors que si on le fait étape par étape, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai montré le premier chiffre, je lui ai mis le 4, enfin en tout cas le 42 sur sa feuille, divisé par 6. Bon, il a fait 42 divisé par 6. Et puis je lui ai rajouté le 8. Donc il a fait le résultat avec un 8 derrière divisé par 6. Et puis j'ai rajouté le 6, et puis j'ai rajouté le 2, etc. Et finalement, il est arrivé au bout de sa division assez facilement. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours eu peur. Bien sûr, ce qui s'est passé aussi avant, que je ne vous ai pas dit, c'est que quand je lui ai demandé de faire des divisions, en fait, il utilisait quelque chose qui est très intelligent. Il utilisait des multiplications approchées. C'est-à-dire qu'il disait, le résultat, ça doit être à peu près ça. Donc, il faisait la multiplication, puis il voyait si c'était inférieur ou supérieur au résultat. Et puis, il refaisait une autre multiplication, puis une troisième, puis une quatrième. Il a noirci plusieurs feuilles comme ça pour essayer de trouver la valeur. On va voir juste après avec le contrôle exécutif, c'est une façon de faire qui peut marcher, mais qui n'est pas efficace. Okay, donc, c'est une bonne transition avec le contrôle exécutif, qui est donc le troisième aspect de ces mécanismes d'attention. La question qui est posée ici, c'est comment faire ? Parce que si on résume un petit peu, on a vu avec le principe d'alerte qu'il y avait quelque chose à apprendre. On a vu avec la direction de l'attention qu'on pouvait regarder à tel ou tel endroit ce qui était possible de faire. Maintenant, il faut savoir quoi en faire. Pour résoudre un problème, comme je viens juste de vous le dire, souvent, on a plusieurs façons de faire. Il y a des façons qui sont efficaces, il y a des façons qui sont moins efficaces. Un des grands principes de l'enseignement, de l'éducation, de l'apprentissage plutôt, je devrais dire, c'est qu'on essaye de faire quelque chose. Au début, on se trompe, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. On regarde pourquoi on s'est trompé, ça s'appelle du feedback. Et puis, on corrige, on essaie de trouver autre chose. Quand tout se passe bien, quand l'apprentissage se passe bien, quand l'environnement est bon, quand l'enfant est suffisamment relâché pour chercher d'autres façons de faire, quand on ne se moque pas de lui, par exemple, parce qu'il n'a pas réussi et que les copains, eux, ils réussissent tous, et en fait, la plupart du temps, on va dire, l'apprentissage se passe bien. Et une fois de temps en temps, ça se passe moins bien. Une petite anecdote que m'a raconté une de mes collègues, donc c'est un cas réel qu'une de mes collègues a eu, ça fait combien la moitié de 8 ? Je serais curieux d'avoir vos réponses. Ça fait combien la moitié de 8 ? Je pense que ce n'est pas le résultat auquel vous vous attendez. Parce que selon que l'on prend une méthode ou une autre, 0. Ah, je n'avais pas pensé à celle-là, c'est excellente. 3, bien, ok, la moitié de 8, effectivement, si on ne prend pas la bonne stratégie, si on fait la moitié d'une pizza, effectivement, on prend une pizza, on la coupe en 2. Okay, et là, ce qu'a répondu le stagiaire à ma collègue, c'est que la moitié de 8, ça fait 3, comme quelqu'un l'a dit de façon très judicieuse. Alors, la moitié, donc ça fait un cercle et pas 2. Enfin, quelqu'un qui me comprend exactement. Je trouve que c'est une réaction de dire que 3 est la moitié de 8, c'est une réaction très logique et très intelligente. Simplement, ce n'est pas celle qu'on attend. Et là, l'importance du feedback, ça veut dire quoi ? C'est que
l'erreur se situe où là? C'est qu'il y a une confusion entre la forme 8, qui en fait c'est un dessin, effectivement, c'est deux ronds l'un sur l'autre. Mais ces deux ronds l'un sur l'autre ont une autre signification qui est de dire bah, c'est la quantité 8, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. pour aller jusqu'à 8. Okay. Et si on utilise la manière de procéder qui convient, et dans ce cas-là, c'est de faire 8 divisé par 2, ben, ça fait 4, d'accord. On obtient un résultat qui est celui qu'on attend et pas un résultat qui, somme toute, est amusant, mais finalement, c'est pas celui qu'on attend. Il faut toujours se méfier de ce genre d'informations. J'ai eu une fois un stagiaire avec qui on venait de faire les multiplications. Lui, il avait des difficultés avec les multiplications. Et pour lui faire un peu de calcul mental, je lui dis, il y a combien de repas dans un week-end? Alors, il réfléchit une seconde ou deux, et puis il me dit 9. Alors là, j'aurais pu lui dire directement, mais c'est faux, mais comme il avait répondu avec une telle assurance, une telle impression de maîtrise et d'être sûr de lui, je n'ai pas voulu le casser dans ses croyances, et j'ai voulu en savoir plus, savoir comment il avait fait pour trouver 9 repas dans un week-end. Et je lui ai dit, d'accord, explique-moi. Alors, il me regarde, il me dit, ben, il y a 3 repas par jour. Je lui dis, d'accord, très bien. Et puis il me dit, il y a 3 jours dans un week-end. Ah, je lui dis, d'accord, donc déjà, tu as bien calculé, donc c'est super, parce que 3 fois 3, effectivement, ça fait 9, c'était un bon calcul. Et puis je lui ai dit, mais c'est quoi pour toi un week-end? Eh bien, il me dit, c'est les jours où je ne travaille pas, c'est mercredi, samedi, dimanche. Et là, je vous avoue que je ne m'y attendais pas à celle-là, les parents non plus, ils s'en sont un peu pas revenus. Et vous voyez comme quoi une fausse information, c'était plutôt la direction de l'attention qui était, c'était l'information de base qui était fausse, conduit, même si la manière de procéder est juste, conduit à quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors pour rester dans les maths, parce que je vous avoue que je suis assez intéressé par les maths, et là j'avais plus envie de vous parler de maths que de lecture, mais le phénomène est exactement le même pour l'histoire, pour la géo, pour le français, pour plein d'autres choses. Le contrôle exécutif consiste aussi à savoir si une stratégie est efficace ou non. Pour ceux qui ont des jeunes enfants ou qui ont eu des jeunes enfants ou qui sont enseignants de jeunes enfants, vous avez déjà dû trouver ce genre d'exercice. Hein, d'accord. Alors, des fois, c'est un triangle, des fois, c'est un carré, des fois, c'est autre chose ou un point d'interrogation. Le but de cet exercice, c'est quoi? C'est bien sûr de préparer des équations. On a 3 n'importe quoi, 3 billes, 3 voitures, 3 bananes. On veut en avoir 5. Combien il faut en rajouter? Là, il y a plusieurs stratégies. Et les enfants les plus rapides ne sont pas forcément ceux qui iront le plus loin sans qu'il y ait de problème derrière. Parce que va faire un penseur en images? Que va faire quelqu'un qui est très à l'aise avec les images? Il va imaginer 3 billes, par exemple. Et puis, il va imaginer les 5. Et puis, il va voir la différence. Et sans réfléchir, sans faire de calcul, il va dire que le petit triangle, eh ben, il faut mettre 2 à la place. Okay. Alors, c'est une stratégie qui est super. Ça marche très bien pour les petits chiffres. Mais si on passe à quelque chose comme ça, en fait, le problème, c'est que dans sa forme, le problème était exactement le même. Exactement. Par contre, vous n'allez pas imaginer 48 553 et puis 23 000, d'autant plus que le 23 000 est plus petit. Donc là, ça va poser des gros problèmes pour arriver à comprendre comment calculer le fameux X et trouver. Et ça donne souvent, malheureusement, ça des enfants qui sont excellents, qui répondent du tac au tac, qui sont très bons. C'est des bêtes en maths tant qu'ils sont au primaire parce que du tac au tac, ils arrivent à répondre à toutes les questions. Et puis arrive la CM2, 6e, 5e, et là on passe à des choses qui sont un peu plus complexes, un peu plus abstraites. Mais comme la stratégie qu'ils ont choisie inconsciemment, hein, qu'ils ont découvert, je devrais dire plutôt, pour résoudre ce problème, cette stratégie n'est pas efficace, eh ben, ça fait des enfants qui d'un seul coup ne comprennent plus rien en maths et d'excellents deviennent très mauvais. Et c'est dommage parce qu'il ne suffit pas grand-chose en fait pour trouver la bonne stratégie, et ça n'empêche pas d'utiliser la stratégie visuelle dont je parlais tout à l'heure avec le 3, le triangle et le 5, quand c'est des petits chiffres, parce que cette stratégie fonctionne très bien aussi, mais pas toujours. Et pour la petite histoire, il y a des fois où
l'énoncé lui-même peut être flou et je vous avoue bien humblement que celle-là, je l'ai cherché longtemps avant de comprendre où était le gag là-dedans parce que j'ai trouvé ça sur un site internet où il y a tout un tas de copies d'élèves qui sont hilarantes et en fait, honnêtement, je n'arrivais pas à comprendre où se trouvait le problème. Et finalement, donc l'enfant, pour ce qu'on lui demandait à la base, c'est de mettre les signes inférieurs ou supérieurs, parce que 15 est inférieur à 25, donc on voulait un petit crochet, petit triangle vers la gauche. 27 est supérieur à 17, donc on attendait l'autre, etc. Mais finalement, ce qu'a fait l'enfant, d'une certaine façon, c'est intelligent. Il a vu complète avec ou. Honnêtement, c'est ce que j'avais lu au départ, hein, parce que les petits crochets, le inférieur et le supérieur, ça ressemble tellement à des guillemets que j'avais pris ça pour des guillemets. Je les avais même pas vus. Et pourtant, je peux vous dire que je suis pas trop mauvais en maths. On met le son entre guillemets, exactement. Donc, ce qu'a fait l'enfant, c'est qu'il a vu des guillemets, je pense, il a vu le mot ou entre guillemets, et donc il a mis le ou partout. Ok. Donc, c'est évidemment pas ce qu'on lui demande, mais là, on peut dire que l'énoncé n'est pas forcément très clair. Et je ne jetterai certainement pas la pierre à l'examinateur parce que voilà, la personne qui a fait l'énoncé, parce que c'est tellement inattendu. Lui, il avait son attention qui était focalisée sur autre chose, c'est-à-dire sur l'inférieur ou supérieur. Seulement, manque de chance, le résultat, ça peut être interprété de façon différente. Okay. S'il y avait eu ne serait-ce qu'un titre en disant on va voir ce qui est inférieur ou supérieur, complète avec le signe inférieur ou le signe supérieur, ça aurait peut-être été différent. Bon. Donc voilà, des choses comme ça, il y en a plein, il y en a des quantités. Ça peut vouloir dire aussi, puisqu'on parle aussi entre filigrane de problèmes d'apprentissage, ça peut vouloir dire aussi que simplement, au-delà du gag, on va dire, que l'enfant a mis ou partout, ça peut vouloir dire aussi qu'il n'a pas la manière de faire pour savoir est-ce que 15 est supérieur à 25. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut-être qu'il ne sait pas comment faire pour avoir son contrôle exécutif. J'avais fait une fois, j'avais reçu une jeune enfant, elle devait avoir 5 ou 6 ans, enfin on était en maternelle ou en CP peut-être. Et elle, un des problèmes qu'elle avait, c'est qu'elle n'était jamais capable de terminer les exercices, comme vous savez, comme on a dans les petites classes, où on a une colonne à gauche, une colonne à droite, et puis il faut relier les paires qui vont entre quelque chose qui est à droite, quelque chose qui est à gauche. Donc faire un trait entre la colonne de gauche et la colonne de droite. Et quasi systématiquement, il manquait des choses. Et en fait, on s'est aperçu simplement qu'elle n'avait pas la manière de faire. Son attention, son système d'attention, son contrôle exécutif n'allait pas jusqu'à savoir quand est-ce que c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir? Donc simplement, on a fait quelques exercices et je lui ai dit, voilà, là, il reste quelque chose ici, il reste quelque chose ici, donc on n'a pas fini, on va continuer. Puis là, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Il reste quelque chose? Oui, donc on va continuer. Il reste quelque chose? Non, donc on a fini. Et le simple fait d'expliquer ça, ça lui a permis d'aller plus loin et finalement de finir. Et cet enfant était catalogué comme ayant des troubles de l'attention, alors que c'était juste un mot, c'était juste finir ou terminer, je ne sais plus lequel, qui lui posait problème. Dommage. Donc, le contrôle exécutif, ce qui serait bien pour aller pour l'école, pour les apprentissages, tous les apprentissages, c'est d'apprendre à apprendre. Et il y a un livre qui est fait par, de mémoire, ces 2 auteurs belges qui s'appellent Alain Thierry et Yves Lelouch, qui s'appelle Apprendre à apprendre avec la PNL. S'il y en a qui sont intéressés, c'est des livres qui vont un petit peu plus loin aussi dans l'apprentissage. Donc, c'est des livres qui s'intéressent à qu'est-ce qu'il faut faire dans sa tête pour apprendre. Parce que un des drames des apprentissages scolaires, c'est que tout se passe dans la tête. L'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'écriture, l'apprentissage des mathématiques. Si vous comparez ça à l'apprentissage du vélo ou à l'apprentissage de tenir son crayon ou de dessiner, etc., quand c'est quelque chose d'extérieur, on peut voir que l'enfant ne met pas peut-être son pied comme il faut sur les pédales. Donc, on peut lui dire de corriger, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs.
Mais avec l'apprentissage de la lecture, tout se passe à l'intérieur. Donc, c'est très difficile de savoir ce qui se passe et de savoir en particulier ce qui ne fonctionne pas. Pour bien apprendre à apprendre, en fait, quelque part, c'est un petit jeu, c'est le jeu des ressemblances et des différences. Vous avez dû faire ça. Il y a une époque, on en trouvait partout dans les journaux. Maintenant, ça doit se trouver ailleurs. J'ai un peu perdu le fil avec ça. Mais finalement, entre deux systèmes, il y en a un qui fonctionne, un qui ne fonctionne pas. Quelle est la ressemblance? Quelle est la différence? On teste ce qui fonctionne, on teste ce qui ne fonctionne pas, on l'élimine. Et puis, un concept important aussi, c'est de nommer les concepts, de donner des noms aux choses. C'est quelque chose sur lequel on y reviendra pour l'attention d'une façon générale. Notre cerveau humain est fait de telle façon que quand on donne un nom à quelque chose, c'est beaucoup plus facile de manipuler ce concept. Et inversement, si on n'a pas de nom pour quelque chose, on a du mal à l'exprimer et à échanger avec d'autres. Et échanger, finalement, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Ça devrait être de base systématiquement pour tout apprentissage. On ne peut pas apprendre juste en restant soi-même. En tout cas, c'est extrêmement difficile. Alors, on a vu le système d'alerte qui nous permet de dire quand il faut faire attention. On a vu la direction de l'attention. La direction de l'attention, c'est qu'est-ce que je vais observer, sur quoi je porte mon attention, qu'est-ce qui est important pour ce que j'essaie d'apprendre ou de faire d'une façon générale, qu'est-ce qui est moins important et que je peux éliminer. On a vu le contrôle exécutif qui est comment je fais, quelle procédure j'utilise pour aller jusqu'au bout de mon expérience ou de mon apprentissage. Finalement, tout ce qui est en filigrane, tout ça, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, à quoi ça sert l'attention? Ben, ça sert à découvrir le monde et puis à trouver, à expérimenter, à trouver des fonctionnements, des expériences qui marchent, faire des expériences, trouver ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, je vous ai mis un petit chemin dans la campagne. En fait, à force de faire une expérience, c'est un peu comme de passer sur le chemin, on passe, on repasse, et petit à petit, ce qui était au départ qu'un vague petit endroit où c'était à peine, on pouvait à peine le distinguer, petit à petit, on creuse le chemin et ça devient visible. Et ce qui se passe dans notre cerveau qu'on apprend, c'est du même ordre. À force d'apprendre, il y a de multiples expériences d'imagerie cérébrale qui se sont faites. Au départ, on a besoin de toute notre attention et petit à petit, notre attention crée des chemins neuronaux, crée des assemblages de neurones qui nous permettent de faire des choses de façon automatique. D'accord ? Si vous pensez à quand vous avez appris à conduire votre voiture, par exemple, au départ, ce n'est pas si évident que ça. Il faut faire attention aux piétons, il faut faire attention au lever de vitesse, à l'embrayage, bien manipuler l'embrayage en même temps que le lever de vitesse, faire attention à où on va, s'il y a des voitures à droite, à gauche, etc. Au départ, c'est très difficile de conduire en sécurité et d'avoir une conversation en même temps, par exemple, ne serait-ce que ça. Okay. Et puis petit à petit, maintenant quand vous conduisez, vous ne faites pas spécialement attention à tout ce qu'il faut faire pour conduire. Si vous regardez un enfant, un bébé qui apprend à marcher, il a toute son attention qui est dirigée vers mon pied. Il faut que je lève l'autre pied. Ce n'est pas dit comme ça dans sa tête, bien sûr, mais il est complètement orienté vers comment faire, quelle expérience je fais. Il se trompe un certain nombre de fois, il tombe un certain nombre de fois, il fait l'expérience de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et puis au bout d'un moment, il sait marcher comme tout le monde, il apprend à automatiser ça, ce qui fait que l'étape suivante, il peut par exemple porter quelque chose. Un bébé qui apprend à marcher, il ne porte rien, il n'est pas capable de porter ça en même temps. Quand il a réussi à automatiser la marche, il peut apprendre à porter quelque chose et donc libérer son attention pour la phase suivante. Et puis ensuite, apprendre à porter un verre d'eau, parce qu'apprendre à porter un verre d'eau, c'est encore différent que de porter, je ne sais pas, un nounours par exemple. Donc, etc. Jusqu'à, c'est une bonne question, on n'est pas obligé de s'arrêter d'apprendre, en tout cas jusqu'à apprendre toutes les choses que l'on sait actuellement. Il y a un piège qui est là-dedans, un piège qui est un peu sous-jacent, dont il convient de parler, c'est que notre attention, c'est un goulot d'étranglement. On ne peut pas faire attention à 36 choses en même temps. Ou en tout cas, on ne peut pas prêter toute notre attention même sur 2 choses. Il y a des fois,
comme je parlais de l'expérience de conduire la voiture, quand on apprend à conduire ou quand on apprend à marcher, un bébé qui apprend à marcher, toute notre attention est dirigée vers une seule activité. Okay. Alors bien sûr, quand c'est automatisé, on peut partager notre attention entre plusieurs choses. Mais souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quand vous conduisez sur l'autoroute et puis d'un seul coup, pouf, il y a un feu clignotant qui apparaît devant. Instantanément, notre système attentionnel remet toute l'attention sur quelque chose et on oublie tout le reste. Alors, au niveau de l'apprentissage, ça donne quoi? Ça donne que si on essaye d'apprendre plusieurs choses en même temps, ça devient très difficile. Comme par exemple, juste un petit exemple en maths, si on essaye d'apprendre les opérations alors que les nombres ne sont pas maîtrisés, si on essaie d'apprendre, et ça je le retrouve très souvent chez mes stagiaires, on veut faire par exemple le théorème de Pythagore, et puis pour faire ça, eh ben, il faut connaître ce que c'est qu'un carré, donc il faut connaître ce que c'est qu'une multiplication, donc il faut connaître ce que c'est qu'une addition, donc il faut connaître ce que c'est qu'un triangle. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et si toutes ces notions ne sont pas ancrées, eh ben, on n'ira pas plus loin. Ce n'est pas possible parce que le cerveau est occupé à faire tellement de choses à la fois qu'en fait, chaque chose est faite de façon un peu bancale. Imaginez qu'on construise une maison sans s'assurer que les fondations soient bonnes. Si les fondations ne sont pas bonnes, s'il y a une brique quelque part qui n'est pas bonne, c'est toute la maison qui s'écroule. Okay. Dans les apprentissages, c'est pareil. Donc, on en arrive à des enfants qui sont submergés de plein de choses à faire et qui n'arrivent plus, qui sont débordés par tout ce qu'il y a à faire simplement parce que, étant plus jeunes, ils n'ont pas appris les bases. Donc ça, les facilitantes Davis qui sont parmi nous, bonjour à toutes les collègues, rebonjour, le savent très bien. C'est quelque chose qu'on rencontre très souvent dans nos stages. Et c'est bien sûr quelque chose sur lequel on fait extrêmement attention de reprendre les apprentissages de base jusqu'à revenir à un niveau de compétences satisfaisant par rapport à l'âge de la personne. Alors, pour quitter un peu les maths et pour faire un peu de français, je vous propose d'expérimenter le texte qui vient. C'est un texte, c'est une demi-page, enfin c'est quelques lignes, 5 ou 6 lignes, d'un texte qui a été volontairement haché. C'est-à-dire que les mots qui sont dans ce texte-là, on arrive à les retrouver, mais vous allez voir que c'est très difficile. Je vous laisse lire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand on essaye de lire ça, on a, en tout cas pour les 4 et 5, les 4 premières lignes, on a une grosse partie de notre attention qui est orientée vers le son des mots. Parce que comme ça a été découpé en petits morceaux, c'est une lecture qui n'est pas normale, entre guillemets, hein, bien sûr. Mais du coup, comme on est attentif au son des mots, ça devient, c'est pas impossible, mais ça devient difficile de faire attention au sens de la phrase. Et si vous vous écoutez un petit peu parler, lire ce texte, vous allez retrouver probablement ce qui se passe avec un jeune enfant qui est en train d'apprendre à lire. Alors, voilà, j'ai décroché la deuxième ligne. Bah oui, ça ne m'étonne pas, c'est normal. C'est exactement ce qui se passe avec un enfant qui apprend à lire. Si les mots ne sont pas ancrés, si les mots ne sont pas évidents à décoder tels qu'ils sont, voilà, l'enfant pourra annoncer le texte, peut-être qu'il pourra le prononcer un petit peu, et puis si on est content, si les adultes lui montrent qu'ils sont contents, ça risque de le mettre dans l'idée en plus que le fait d'annoncer comme ça le texte, c'est une bonne façon de lire. Alors que, bon, le système est très bien aussi parce que la plupart des enfants, je crois que c'est au moins 80, 85%, 90% des enfants arrivent à lire en décodant le son. Donc c'est parfait, ça, on n'y touche pas. J'ai de gros problèmes de lecture à haute voix, bien sûr. Avec un texte comme ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui se passe, ce qu'on cherche à faire, en tout cas pour des enfants dyslexiques, si on revient à l'histoire, au problème d'apprentissage,
c'est que est-ce qu'il y a un décalage entre l'oral et l'écrit? Est-ce plus facile si on lit le texte à la personne? C'est pas forcément plus facile si on lit le texte à la personne, dans la mesure où pour lire ce texte, de toute façon, il y a des chances qu'il soit haché. Donc il faut arriver à reconstituer le son à partir du texte. Mais donc un enfant qui commence à lire comme ça et qui petit à petit s'habitue à décoder le son et à arriver à trouver du sens avec cette façon de faire, ok, c'est très bien. Dans la mesure où il arrive à lire, il n'y a rien à redire là-dessus. Par contre, il y a certains enfants qui n'y arrivent pas. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça serait l'objet de toute une autre conférence. Et puis, oula, je me rends compte qu'il est ça fait déjà un bout de temps que je parle. Mais en tout cas, c'est une des choses que Davis a découvert, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de décoder le son des mots pour apprendre à lire. Et donc, il y a quelqu'un qui disait, y a-t-il un décalage possible? Est-il facile j'ai oublié le truc. Comment ça se passe pour les adultes? Alors, les adultes ou les enfants, c'est pareil. De toute façon, on va faire la même chose, pas forcément sous la même forme. On va faire dans son principe, ce sera la même chose. En fait, on va avoir d'autres techniques qui nous évitent de passer par le son et qui nous évitent de transformer le texte qui est écrit en son, mais de passer directement à l'image. Donc, peut-être qu'on pourra en discuter s'il y a des gens qui veulent en discuter après. Je voudrais arrêter mon monologue ici avec une petite conclusion. C'est que d'abord, une constatation, c'est que l'attention, ça peut s'exercer, ça peut s'entraîner. Et j'ai eu à un moment donné une stagiaire qui était avec 9 ou 10 ans, je crois, et elle était déclarée officiellement comme TDA, trouble de l'attention, donc incapable de rester plus de 5 ou 10 minutes assise sur sa chaise à faire quelque chose. Et puis un jour, on a fait les saisons. Donc on a fait tous les mois des saisons. Et puis, oui, on va voir la vidéo en ligne, on va voir. Donc on a fait sur la table, on a mis tout en pâte à modeler, le soleil, la terre, les saisons, les mois, etc. Et cet enfant qui était soi-disant TDA, qui n'avait pas la possibilité de rester 5 minutes sans bouger, eh ben, elle est restée 3 heures concentrée, centrée totalement sur ce qu'elle était en train de faire, à tel point que je lui ai proposé à un moment donné au milieu de faire une pause. Je me dit non, je veux continuer, je veux absolument continuer. Donc, on peut entraîner l'attention et on peut entraîner l'attention en particulier avec ce qui a de l'importance. Et ce qui a de l'importance, eh ben, ça dépend de chacun. Okay, mais faire un exercice de maths ou faire un exercice de lecture ou un exercice d'écriture, peu importe le sujet, on peut faire un exercice de lecture avec une recette de pâte à crêpes, comme avec l'histoire des dinosaures, comme avec voilà, la mouche. Qu'est-ce que c'est quelle est des caractéristiques sur la mouche? Il y a moyen de faire de la lecture et de l'écriture avec ça, et même de compter. Okay, donc l'importance, ça dépend de chacun. Et l'idéal serait que, au moins à la maison, les enfants puissent avoir des zones d'intérêt et puis des textes qui leur correspondent et qu'ils aient envie d'aller voir. Entraîner l'attention, il semblerait aussi, d'après des expériences scientifiques, que de faire du sport, ne serait-ce que simplement de marcher sur une ligne dessinée au sol et de marcher sur une ligne, faire des instruments de musique, jouer des instruments de musique, faire de la danse, jouer à des jeux comme des portraits, par exemple, deviner un objet. Je pense à un objet, et puis en posant des questions auxquelles je vais répondre par oui ou par non, l'enfant va deviner ce que c'est que cet objet. Voilà, il y a tout un tas de façons d'entraîner l'attention. Il y a d'autres façons d'entraîner l'attention aussi, qui est de faire deviner des objets. Vous mettez un objet dans un sac opaque, de façon à ce qu'on ne puisse pas voir l'objet, mais simplement le sentir, le toucher. Et c'est une façon aussi de mettre des mots. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Etc. Tout ça, c'est des choses qui permettent d'entraîner l'attention. Donner du feedback. Le feedback, alors, si c'est bon, de dire OK, c'est super. Et s'il y a une erreur, décomposer la difficulté, savoir où je trouve la difficulté. Souvenez-vous de ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le week-end de 3 jours, le mercredi, samedi, dimanche. Celui-là, il fallait le trouver. Mais si vous dites simplement à un enfant c'est faux, vous risquez de le coincer, de le bloquer dans sa manière de faire. Simplement, si
vous vous mettez, vous, dans la capacité, dans la situation de faire ce que l'enfant n'arrive pas à faire, il y a des chances que si vous décomposez ça en petits morceaux, vous arriviez à trouver l'endroit où ça coince. Et puis, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que si vous avez toujours des problèmes, il y a 2 livres qui sont extraordinaires, qui sont des livres de Rod Davis, Le don de dyslexie et Le don d'apprendre. Vous les trouverez dans les librairies, mais en tout cas pour l'instant en commande par Internet. Et puis sinon, vous avez tous les facilitants Davis. Et là, je vais m'arrêter là-dessus. Si vous avez des questions à poser, je suis prêt aussi à laisser la parole à toutes mes collègues. J'ai beaucoup parlé, j'ai la gorge un peu sèche et je serais ravi d'avoir les avis de tout le monde. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de parler, je vais arrêter mon partage. S'il y a des gens qui ont envie de partager et de poser des questions, vous avez la petite… en bas, à gauche de votre écran, vous avez un petit micro qui vous permet de poser des questions et je suis prêt à les entendre. Du coup, je me retrouve hyperactif depuis 8 ans alors que j'ai toujours été calme. Aujourd'hui, c'est l'artisanat qui me permet de me canaliser un peu, mais dès que je ne peux pas pratiquer, je pète un câble, je tourne en rond. Le cerveau a toujours quelque chose à faire. On est toujours orienté vers quelque chose. Le fait, il y a des outils, Davis a développé un certain nombre d'outils qui permettent d'être là. Il y a de la méditation, ça c'est pas du Davis, mais c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup. La méditation, le fait simplement de se centrer, de respirer, c'est des choses qui aident aussi, quoi. Voilà, trouver une passion. Une collègue dit trouver une passion pour exercer son attention avec plaisir. Ça marche aussi. Donc là, on revient à ce qui est important pour la personne. Si pour vous, l'artisanat, c'est important, c'est une façon de canaliser son attention. Comment canaliser l'attention avec les écrans? Effectivement, actuellement, on est bombardé, on est dans une société où on est bombardé d'informations. Il y en a partout. Là, même si vous êtes là en train de regarder, peut-être que vous avez aussi une pensée ou une oreille pour votre téléphone portable ou pour votre mail que vous avez peut-être même regardé en même temps. C'est tout à fait possible aussi, hein. Voilà, par exemple, pendant cette conférence, j'ai réalisé un coussin à épingle. Ben, parfait, voilà, c'est une façon de canaliser. Ça me permet, c'est bien ce que vous me dites là, ça me permet de rebondir sur quelque chose que je dis très fréquemment à mes stagiaires qui, pour beaucoup, ont envie de faire plein de choses à la fois. Comme je disais, l'attention, le 100% d'attention, quand on a vraiment quelque chose de super important, de super délicat à faire, on a besoin de toute son attention. Mais il y a beaucoup de choses qui sont automatiques, comme par exemple de faire un coussin. Probablement pour vous, c'est suffisamment automatique en tout cas pour que vous puissiez passer une petite partie ou plus ou moins grande de votre attention sur le coussin et une autre partie sur ce que je raconte et ce que je montre. Donc l'attention, ça se partage. Mais peut-être aussi qu'à un moment donné, si quand vous faites le coussin, vous avez une chose à un moment donné qui est plus délicate à faire, peut-être que pendant un moment, vous allez occulter complètement ce qui se passe à l'écran et vous concentrer sur le coussin. Et peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai dit quelque chose qui vous attirait beaucoup plus et que pendant quelques secondes, vous avez arrêté le coussin. Ça fait du sens tout ça? Donc l'attention, on peut le varier dans la mesure où on maîtrise les différentes facettes. Patrick? Oui. Je voulais simplement rajouter quelque chose par rapport aux jeux vidéo. L'attention des jeux vidéo, c'est celle qui est toujours dans la zone d'alerte, parce qu'il faut être totalement attentif à tout ce qui peut se passer. Et en fait, c'est un entraînement à la distraction. Et être attentif, quand on doit être attentif à l'école, l'attention à l'école, c'est tout à fait le contraire. C'est là où il y a fait canaliser, c'est-à-dire où on est un goulot d'étranglement. Donc, c'est des deux attentions qui sont complètement différentes. L'attention des jeux vidéo, c'est la première partie de l'attention, et l'attention qu'on demande à l'école, c'est d'arriver à la troisième partie. Et c'est incompatible. Donc, elles ont chacune des avantages et des inconvénients. Et en ce qui concerne le multitâche, là, maintenant avec les IRM et tout ça, on voit que le cerveau ne peut pas traiter 2 tâches en même temps.
il bascule en permanence, en une fraction de millième de seconde, hein, d'une tâche à l'autre. Donc, il fait une tâche, une deuxième, la première, la deuxième, la première, la deuxième. On a l'impression qu'il fait en même temps, mais en fait, il ne peut pas. Et donc, ce basculement permanent entre les deux états, eh ben, ça fatigue. Et donc, les enfants qui manquent d'attention en classe, c'est ce qu'ils font en fait. Ils sont leur énergie sur quelque chose, puis de temps en temps, il y a quand même un œil en classe, et ils font plusieurs choses en même temps, et c'est pour ça qu'ils sont très très fatigués aussi, parce qu'ils dépensent leur énergie à changer de circuits neuronaux à chaque fois. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Claudine. C'est une excellente explication. Non, le multitâche n'existe pas. Enfin, le vrai multitâche n'existe pas. Et si vous regardez un ordinateur qu'on dit multitâche, dans l'ordinateur, ça n'existe pas non plus. C'est pareil. D'accord ? On passe d'un truc à un autre, etc. Alors, les hommes et les femmes, ça, je m'attendais à ce qu'on arrive là-dessus. C'est une remarque assez fréquente. Je crois que la différence, c'est surtout que quand on a besoin d'être concentré sur quelque chose, mais que ce soit pour un homme ou pour une femme, je ne crois vraiment pas qu'il y ait de différence. Quand on est centré sur une activité bien précise, comme on disait tout à l'heure, on est là-dessus, on n'est pas ailleurs. J'avais un collègue à un moment donné, quand je travaillais en informatique, il était extrêmement centré sur ce qu'il était en train de faire, à tel point qu'on pouvait lui poser des questions des fois, et visiblement, il enregistrait la réponse parce que la question, parce que la réponse arrivait des fois un quart d'heure après. Donc, il était sur son truc, il avait enregistré la question, et au bout d'un quart d'heure, il répondait, et la réponse était parfaitement sensée par rapport à ça. Mais il était tellement centré sur ce qu'il était en train de faire qu'il y avait le reste ne passait pas, quoi. Mon compagnon a besoin de faire plusieurs choses en même temps parce qu'il a l'impression de rien faire. Il est reconnu surdoué, oui. Donc, plusieurs choses en même temps. Il est probable, comme je disais, que ça soit des choses qui demandent pas trop d'attention, ou en tout cas qui sont suffisamment automatiques pour que ça passe. Et que quand il y a besoin de poser son attention sur quelque chose, il le fait. Et comme disait Claudine, qui est donc facilitante Davis, on ne s'est pas présenté, mais comme disait Claudine tout à l'heure, il passe d'une chose à l'autre extrêmement rapidement. Oui, ce que tu es en train de… Jacqueline, je peux intervenir ? Bien sûr, bien sûr. Ce qui était évoqué, c'est la théorie du canal unique. On ne peut effectivement traiter qu'une information à la fois, même si nous avons l'impression et si nous aimons dire que nous faisons 1000 choses en même temps. Mais il y a des automatismes que nous pouvons mettre en quelque sorte en sourdine parce qu'ils passent au second plan sur l'instant précis, qui peut être de l'ordre du millième de seconde quelquefois, et qui nous donne l'impression et qui nous permet de nous vanter un peu. Je fais 1000 choses, moi, toujours. Exactement. Alors moi, il me manque, si j'ose dire, hein, il me manque dans ce que tu nous as donné, et je suis sûre tous, apporté beaucoup d'intérêt à tout cela, parce que c'était vraiment très bien exposé, en plus de façon très intéressante. Mais il me manque, non, c'est vrai, il me manque le cadre de référence, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas considéré. Parce que notre traitement de l'information, en principe, ne se fait pas au hasard, bien sûr. Hein, et c'est un cadre de référence, c'est au fond avec un cadre de référence que nous arrivons dans une situation. Quelquefois, nous n'avons aucun cadre de référence, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans une situation, nous dirions non, je ne sais pas à quoi m'attendre, je reste ouvert, et on se rend compte que très rapidement, un cadre de référence s'impose à nous, ce qui va conduire à des malentendus souvent aussi, ou à des incompréhensions. On va dire c'était trop dur pour moi, je n'ai rien compris, et quelquefois celui qui fait l'exposé va donner clarté à tout ça très très vite. Hein. Quand tu dis un cadre de référence, à quoi tu penses ? On appelle le cadre de référence, c'est ce qui va, alors c'est constitué, mais je ne vais pas m'étendre, hein, sauf si vous avez des questions, mais c'est constitué par notre système d'attitude. Notre système d'attitude, lequel lui-même est constitué par toutes nos expériences. Hein.
Bon, Voilà, ça peut l'éducation. intervenir beaucoup d'autres Voilà, choses. hein. Et donc, le système d'attitude, c'est avec un système d'attitude qu'on aborde ou qu'on reçoit une situation. Hein. Une situation voulant dire un message ou… Je voudrais pas être trop technique là-dedans. Oui, non, c'est pardon. Non, non, bien sûr. Alors, il y a une personne Donc, le cadre de référence, c'est ce que je me suis expliqué, quoi, c'est tout, voilà. Il y a une personne de Montpellier qui disait « Mon fils de 14 ans, dyslexique, a beaucoup de mal à lire, ça lui demande beaucoup d'attention et le fatigue. » Alors, si vous vous souvenez du petit texte que je vous ai fait lire de Marcel Proust il y a quelques instants, il est fort probable qu'il se passe plus ou moins quelque chose d'identique dans sa tête. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est simplement trouver la facilitante Davis la plus proche de chez vous et puis aller le voir pour faire un point. Les facilitants Davis, on travaille par stage d'une semaine, enfin en tout cas la plupart du temps, on va dire, pour comprendre les mécanismes, comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, dans notre imagination, et puis comment faire pour gérer tout ça. Donc, la réponse rapide, on va dire, c'est celle-là. Alors, de méditation, c'est une pratique qui permet d'entraîner l'attention, mais est-ce que ça permet le contrôle exécutif du comment faire? Je ne crois pas que la méditation permette de savoir comment faire. Ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, la méditation, ça permet, à mon sens surtout, de faire le vide et puis de diriger son système d'attention. Donc, c'est le premier système dont on parlait, le système d'alerte. Parce que des alertes, il y en a partout. Il y a Vouf, il y a une mouche qui vole, et puis il y a autre chose qui se passe, et puis il y a plein de choses qui arrivent en permanence. Donc ça permet surtout de calmer ça et d'être plus à l'écoute de soi-même, plus qu'à l'écoute de l'extérieur. Est-ce que l'apprentissage de la langue des signes pourrait aider au niveau de l'attention? Je ne vois pas comment, je ne sais pas ce que ça pourrait… à mon avis, ce n'est pas lié. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre là-dessus. C'est donc le stagiaire qui arrive à comprendre ses propres mécanismes et ça l'aide, bien sûr. L'objectif du travail que l'on fait avec Davis, un des objectifs, pardon, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe dans notre tête, d'accord, et puis d'apprendre des outils qui nous permettent de faire différemment, d'avoir donc des stratégies qui fonctionnent. Donc, on apprend à être présent par opposition à être désorienté, à être ailleurs. Donc, ça, on apprend pour revenir à cette présentation, on apprend le contrôle du système attentionnel. Et puis, on apprend comment faire avec tous ces mots. Donc, ça, c'est aussi pour le fils de 14 ans qui a beaucoup de mal à lire, ça lui demande beaucoup d'attention. On apprend comment faire avec tous ces mots qui posent problème. J'ai vu passer tout à l'heure, là, c'est un peu plus haut, j'arrive pas à retrouver dans le chat. J'ai vu passer tout à l'heure quelqu'un qui disait sur les mots que l'on ne connaît pas. On apprend aussi à faire avec les mots que l'on ne connaît pas dans les stages. Parce que bien sûr, de toute façon, on ne connaît pas tous les mots. Il y en a des centaines de milliers en français. Et si vous parlez des langues étrangères, il y en a encore plus. Et je ne crois pas que aucune personne ne connaisse tous les mots. Donc ça veut dire que il y a toujours des mots qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est pas parce qu'on saura prononcer un mot, ce que l'on apprend à faire avec le décodage phonologique. En décodage phonologique, on apprend comment se prononce un mot et ce n'est pas toujours comment dire, c'est pas toujours évident parce qu'il y a plein de pièges en français. Mais ce n'est pas parce qu'on sait prononcer un mot qu'on sait ce que ça veut dire. Okay, donc, on apprend des outils avec Davis pour faire en sorte. Donc, en langue des signes, l'attention est très importante. Oui, je peux imaginer parce que, en fait, si on n'est pas attentif, s'il y a quelqu'un qui fait des signes et puis qu'on est en train de regarder ailleurs, forcément, on ne va pas les voir. Je suppose que c'est ça que ça veut dire. Oui, alors peut-être que ça peut aider, c'est possible, effectivement. En tout cas, ça ne résoudra pas le problème des mots abstraits, de toute façon. Les mots que l'on ne connaît pas, même en langue des signes, de toute façon, ça sera toujours des mots inconnus. Bien. Patrick, Pouvez-vous répondre à la question de Hélène, mon fils? Patrick, je peux prendre la parole? Vas-y, vas-y.
Excuse-moi parce que j'arrive pas à écrire des chats. Je suis en privé et j'arrive pas à sortir pour tout le monde. On dit qu'il faut, bon, on travaille sur l'attention, mais dans la durée de l'attention, et c'est bon d'avoir des pauses pour qu'on puisse assimiler ça, au lieu de faire une attention constante comme c'est souvent demandé à l'école, ou au collège, ou au lycée, où il faut prendre des notes sans arrêt. On n'a pas le temps de filtrer, de faire tout le travail qu'il faut pour l'apprendre pour soi. Tout à fait. On prétend, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais on prétend que le cerveau humain, d'une manière assez statistique, est capable d'être attentif pendant en gros 1h30 et puis a besoin d'une demi-heure pour décharger et faire autre chose. Il y a un cycle qui durerait à peu près 2 heures. Alors, c'est certainement très variable selon les individus, mais en moyenne, c'est à peu près 2 heures. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire des choses un peu, entre guillemets, intellectuelles pendant 1h30 et puis des choses un peu plus récréatives, un peu plus cerveau droit, hein, en quelque sorte, pendant une demi-heure. Ce que j'ai envie de répondre aussi, c'est qu'on a besoin de lâcher prise, on a besoin, le sommeil est extrêmement important aussi. Il y a des expériences qui ont été faites avec des enfants de 8-10 mois, un truc comme ça, et si l'enfant ne dort pas dans les 4 heures qui suivent un apprentissage, l'apprentissage est perdu. Ouais. Donc, bien sûr, ça va plus loin, c'est plus que 4 heures quand on grandit, mais le sommeil est absolument indispensable, et donc les pauses aussi, les pauses sont indispensables pour apprendre. Je suis d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, pouvez-vous répondre à la question d'Hélène, mon fils, même âge, rencontre la même chose. Donc, si je comprends bien, vous voulez une question un peu plus poussée sur ce que l'on fait en stage. Bon, est-ce qu'une de mes collègues veut répondre à ça? Présenter un peu la méthode Davis, ça peut être l'occasion de faire. Sinon, je le fais. Hein. Bon. Je peux parler un petit peu. C'est-à-dire qu'on essaie d'aider la personne à d'être présent d'esprit et d'être capable de se calmer, d'ajuster, de réguler ses énergies. Et souvent, les gens qui pensent à une image pensent très, très vite et ils ne sont pas à l'aise, ou peut-être qu'ils ne connaissent même pas de penser à une chose pendant longtemps. C'est une nouvelle expérience pour eux. Et les balles couches les aident là-dedans aussi. Et donc, ils apprivoisent un peu tout ça pour qu'ils soient plus à l'aise avec leur niveau d'énergie pour faire certaines choses. Et on les aide là-dedans. Et c'est complètement nouveau. Quand on pense en image, on peut zapper, on vit direct, on fait des films, mais quand on pense avec des mots, on ne peut même pas dire 2 mots en même temps. Alors, c'est forcément beaucoup plus lent. Et c'est frustrant. Et il faut savoir le goûter les mots et voilà, et faire des images au fur et à mesure et apprendre à se servir de ça et de faire le va-et-vient entre les deux systèmes, le contexte verbal et le système imagerie. Alors, merci Carole. Je vois là sur le chat donc un complément d'information et bon, je suis désolé que la personne ait quitté le groupe, mais comme c'est enregistré, normalement c'est enregistré, j'espère. Je vais le mettre en replay quelque part. Donc, mon fils de 13 ans est capable de beaucoup de concentration pour faire du sport, dessiner ou bricoler, mais pas pour le travail scolaire, parce qu'il a beaucoup de mal à garder son attention. Je vous ai montré une vidéo tout à l'heure où c'était marqué qu'on peut garder son attention, on peut filtrer les choses qui sont suffisamment intéressantes mais pas trop difficiles. Et il est probable que le travail scolaire pour cet enfant de 13 ans soit trop difficile, probablement parce que les mots ne font pas de sens. Imaginez un peu que vous ayez un livre à lire en anglais si vous ne lisez pas l'anglais, ou en allemand ou en espagnol si vous ne connaissez pas la langue. Et ça devient tout de suite extrêmement complexe et pas intéressant. Et voilà, c'est un peu ce qui se passe, même si c'est du français et ça a l'air un peu bizarre comme ça. Mais si les mots écrits, ils n'arrivent pas à faire du sens avec les mots écrits, du coup, ben voilà, la mouche est plus intéressante que le travail écrit. Je caricature un petit peu, mais c'est ça. J'espère que ça répond à la question et que la personne arrivera à retrouver
les réponses dedans. Bien, je crois qu'on va clôturer là. Je remercie tout le monde de votre attention. J'ai l'intention, moi, de refaire une autre vidéo, peut-être pas la semaine prochaine parce que ça demande quand même pas mal de travail, mais d'ici une quinzaine de jours, je la publierai aussi sur Facebook et ailleurs. Merci beaucoup pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour celles et ceux qui voudront me rejoindre. À bientôt, au revoir. Merci à toi, Patrick. C'est avec grand plaisir. Merci, Patrick. Ciao.